Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver sur Gros Plan du 28 février 2021. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Expérience Tebe. Il est secrétaire général et porte-parole du mouvement populaire de libération. Avec lui, nous ferons le tour de l'actualité socio-politique. Il sera principalement question donc de la présidentielle du 11 avril 2021. Expérience Tebe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, l'actualité aujourd'hui, c'est la présidentielle, vous le savez. Votre parti n'y sera pas, on va y revenir tout à l'heure. Mais de votre position, le processus tel qu'il est conduit jusqu'à cette étape, qu'est-ce que vous pouvez en dire? D'abord, permettez-moi de saluer tous les amis téléspectateurs qui nous suivent et les remercier. Vous remercier aussi particulièrement de l'opportunité que vous nous faites d'intervenir ici. Vous savez, nous avons souvent eu des difficultés à accéder aux différents médias. Donc, lorsque une opportunité s'offre à nous courons pour la saisir. Et je suis émerveillé, permettez-moi aussi de dire que je suis émerveillé parce que j'ai vu ici la qualité du travail, la qualité de tout ce que j'ai vu. Nous, personnellement, moi je veux dire, je suis souvent séduit, émerveillé par tout ce que les jeunes entreprennent. Tout ce qu'ils entreprennent, parce que l'environnement n'est pas facile. Donc si vous voyez des gens qui s'efforcent d'avancer et qui essayent, il faut les féliciter. Donc recevez mes félicitations. Merci. Pour commencer. Pour revenir à votre question, cher ami, la présidentielle, effectivement, nous l'abordons, la classe politique béninoise l'aborde sous fond de contestation, de récrimination et beaucoup d'agitation. Et cela, nous, au MPL, nous l'avons, je vais dire, presque pressenti à l'avance, parce que tout est parti des législatives exclusives de 2019 oui. Où l'opposition s'est retrouvée extirpée de l'Assemblée et désormais c'est le camp présidentiel, le régime en place seul qui a les députés. Nous sommes entrés dans une contestation à l'époque et nous qui sommes devenus aujourd'hui leaders du MPL, nous étions les pionniers de cette contestation personnellement et j'ai fait feu de tout bois au sein de la résistance pour qu'on puisse remettre en cause ce processus des législatives à l'époque, mais nous n'avons pas pu. S'en est suivi le dialogue en octobre et qui a conduit à revoir les textes, réviser le code électoral, réviser la constitution, instituer et acter le parrainage pour les présidentielles de 2021. Alors du coup, les prémices de l'exclusion se tramaient. Et il ne restait à l'opposition qu'une seule issue, réussir à participer au communal. Voilà. Oui. Et c'est justement cette question que ceux qui sont devenus aujourd'hui leaders du MPL, on ne s'était pas entendu avec les autres partis de l'opposition. Oui. Parce que eux, ils estimaient que il ne faut pas discuter avec le régime, il ne faut pas essayer d'aller à une élection et il préconisait plutôt une méthode plus dure pour régler le problème. Nous, ayant testé nos capacités à utiliser la force ou la violence pour régler notre problème, ayant vu les limites que nous avons de cette méthode, nous avons pensé qu'il fallait tout faire et se retrouver au niveau de ces communales pour pouvoir obtenir des parrains et éviter de conduire, de se retrouver dans la situation où l'opposition se retrouve aujourd'hui. Mais vous avez tout fait pour participer justement à ces communales, mais le résultat, on le sait, vous n'avez pas été finalement aux élections communales. Oui, nous avons été malheureusement exclus de la Sénat. Est-ce que c'est ce que vous ne donnez pas raison à vos amis dans le temps qui... En politique, à chaque étape, il faut faire le point, reconnaître, faire la part des choses. En ce moment où nous essayions d'aller au communal, nous étions plus poursuivis, plus attaqués par nos alliés potentiels de l'opposition que même le camp d'en face. Donc, dire qu'on donne raison, non, c'est trop tôt de dire ça. Nous avons fait déjà le bilan à notre niveau et nous savons les erreurs
tactiques, je vais dire, et nos faiblesses qui ont conduit à cette situation. Et si cela devait se répéter, ma foi, je pense que nous allons éviter un certain nombre de choses. Nous avons été injustement exclus, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais malheureusement, on n'a pas été soutenu. Vous n'avez pas participé au communal, donc du coup, vous n'avez pas d'élu, mais cela ne vous a pas découragé. La présidentielle, vous êtes également engagé dans le processus. Il y a eu beaucoup de tractations, beaucoup de choses ont été faites très tôt, mais malheureusement, le MPL ne sera pas encore à la présidentielle du 11 avril. Oui, c'est cela. Et merci aussi de me donner l'occasion de revenir là-dessus parce que nous n'avons pas été souvent compris. Et je veux que, parce que lorsque nous expliquons, il semble qu'il y a beaucoup de préjugés, les gens n'écoutent même pas quand on parle. Conscients de nos forces et de nos faiblesses, sachant que nous ne pouvons pas, et par la violence, obtenir quelque chose. Lorsque nous avons été éjectés des communales, très tôt, nous sommes la première formation politique de l'opposition à avoir saisi les partis détenteurs des parrains pour négocier. Notamment l'Union progressiste et le Bloc républicain. Malheureusement, c'est seule l'Union progressiste qui avait donné suite même à notre courrier en nous invitant. Et à la dernière minute, c'est rebiffé encore. Donc on n'a pas pu parler officiellement avec les responsables. Par contre, nous avons entrepris personnellement et de façon personnelle tous ces élus. Et à un moment donné, nous avons réussi à avoir un accord de principe avec le nombre qu'il faut pour y aller. Et c'est pour ça qu'on l'avait même annoncé. Mais à la dernière minute, comme ce fut après le cas pour d'autres également chapelles politiques, les gens se sont rebiffés. Et tout ça, c'est la politique. Et malheureusement, donc aujourd'hui, nous ne sommes pas. Mais comment on peut expliquer ça? Surtout que très tôt, le régime, ou je dirais la mouvance, s'est quand même montré très volontaire à parrainer donc, tous les candidats qui allaient donc se présenter. Oui, c'est là notre surprise. Parce que nous avons fait tout ce qu'il fallait de notre côté pour y accéder. Parce que dans cette lutte où la majeure partie de nos concitoyens souhaitent avoir une alternance, il faut que nous, politiques, nous puissions tout mettre en œuvre pour leur offrir l'opportunité de choisir. Alors, c'est ça que nous avons essayé de faire. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés. Mais au même moment, et par la suite, vous avez suivi avec nous, vous avez entendu avec nous qu'il y a eu une main tendue vers d'autres formations politiques de l'opposition, au point où, bon, aujourd'hui, des parrainages sont sortis pour certains. Bon, évidemment. Et ça dit qu'on n'a pas voulu parrainer le MPL? C'est ce que nous retenons. On n'a pas voulu parrainer le MPL. Mais après, enfin, on a aussi entendu dire que le parrainage, c'était pas aussi ouvert. Les élus n'étaient pas visiblement libres pour parrainer qui voulait. Est-ce que vous avez eu également ce sentiment-là lors de vos négociations? Vous savez, nous avons beaucoup à dire. Nous avons plus à dire que ceux qui parlent même de ça. Nous avons choisi de ne pas faire des déballages. Nous avons eu des accords de principe avec le nombre qu'il faut pour être présent. Mais de l'Union progressiste ou du Bloc républicain? Des gens de l'Union progressiste, des élus également du Bloc républicain. Et malheureusement, voyez-vous, ce qu'on a constaté, c'est que les gens sont tenus par leur formation politique à la dernière minute et tout le monde n'a pas pu faire sa propre volonté. Voilà. Alors, on dit souvent que vous êtes en griffe proche du pouvoir, ou enfin, vos amis, comme vous les appelez, au niveau de l'opposition. Les gens pensent que vous êtes un outil donc, du pouvoir au sein donc, de l'opposition. Mais bizarrement, vous n'avez pas eu le parrainage, vous ne participez pas à la présidentielle. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Voyez-vous, c'est ça le problème du Bénin. Les suspicions, lorsque vous ne partagez pas la même idée, la même stratégie avec votre ami, naît en même temps des préjugés. Tout le monde ne peut pas réfléchir. Pourquoi s'attendre à ce que le MPL réfléchisse comme une autre formation politique, adopte la même stratégie qu'une autre formation politique? Chacun y va suivant ses convictions et ses certitudes. Alors, on ne peut pas s'attendre à ce que nous avons été très volontaires, nous sommes ouverts à tout le monde et prêts à tout. Mais écoutez, à l'arrivée, c'est quoi? C'est que lorsque nous nous rendons compte que les stratégies que nous partageons avec des amis
ça ne prospère pas, il faut changer de fusil d'épaule. Alors, c'est là où commencent les préjugés. Non, c'est pas... Non, nous, il est facile de dire que tel travaille pour tel, de soupçonner des suspicions. Et c'est ça qui fait aujourd'hui l'échec de l'opposition. C'est le manque d'unicité, le manque de tolérance, le manque d'écoute, et qui fait que nous avons des difficultés à harmoniser les points de vue et à avancer. Alors, la présidentielle, le MPL n'y participe pas, mais il y a quand même 3 duos qui sont retenus. Il s'agit donc du duo conduit par le président de la République, candidat à sa propre succession. Il y a le duo de la FCBE, conduit par Alassane Soumanou Tiemba, et le 3e duo conduit par Corentin Kohoué. Alors, quelle est votre lecture sur ces 3 duos-là? Nous avons, lorsque nous nous sommes rendus à l'évidence de ne pas pouvoir participer, nous avons décidé pour la suite à donner et rencontrer les duos dits de l'opposition dans cette course-là. Dits de l'opposition, vous n'êtes pas sûr qu'ils représentent véritablement l'opposition? Vous savez, l'opposition, c'est aujourd'hui, avec les lois en vigueur, c'est chacun qui se déclare opposant. Voilà. Donc, si tu dis que tu es de l'opposition, on t'accepte tel. Voilà, et on le prend comme tel. Bon, écoutez, nous avons rencontré déjà le duo Kohoué-Agossa, que nous avons écouté, qui nous ont exposé et ce qu'ils pensent faire. Et là-dessus, il y a déjà beaucoup de critiques. Certains pensent que non, nous n'avons pas encore donné un accord de principe à soutenir qui que ce soit. Mais dans la démarche devant conduire à ce que le parti adopte une position par rapport à ces présidentielles, il a été recommandé d'écouter les duos dits de l'opposition qui sont encore dans cette course-là. Par contre, le duo de FCBE n'a pas voulu qu'on nous rencontre. Donc, vous avez fait, nous avons fait la démarche. Et dans un premier temps, ils ont accepté, mais après, ils se sont rebuffés aussi. Et nous pensons que peut-être ils vont revenir encore là-dessus. Mais en attendant, nous continuons de discuter avec les uns et les autres. C'est dans ce cadre que nous avons rencontré aussi le Front, parce que la recommandation a été faite de rencontrer toutes les parties prenantes de l'opposition sur l'échiquier afin de nous faire une opinion de ce qu'il y a lieu de faire. Et il y aura le Conseil national du parti qui sera dans le week-end du 13 et 14 mars, qui décidera de la suite à donner, de la position du parti en face de ces élections qui sont en cours en ce moment. Et les démocrates, vous les avez rencontrés? Également. Nous avons rencontré toutes les parties prenantes de l'opposition dans ce processus. Voilà. Nous avons vu tout le front. Les démocrates sont dans le front, donc nous les avons rencontrés également. Alors, en dehors des duos de la FCBE et de Corentin Kohoué, il y a une bonne partie de l'opposition, en dehors donc du MPL également, qui se retrouve également sur le carreau aujourd'hui, notamment les démocrates dont on parlait tout à l'heure. Alors, comment est-ce que vous analysez leur démarche, surtout que les démocrates et également le Front qui a aussi présenté un duo, comment est-ce que vous analysez la démarche lorsqu'on sait que pendant plusieurs mois, ils ont été quand même dans une logique donc d'exigence avant donc la présidentielle, mais à la surprise de tous, on les a vus à la Sénat. Comment est-ce que vous analysez la démarche? Nous avons été surpris parce que nous avons constaté que cette démarche manque un peu de cohérence. Alors, nous avions fait une sortie après la clôture du dépôt de candidature. Le MPL a fait une sortie au Champ d'Oiseaux où nous avons donné notre avis sur la situation. Et malheureusement, vous savez, nul n'est plus combattu que celui qui dit la vérité. Et nous avons été surpris par leur démarche parce que, d'abord, dans un premier temps, c'était d'observer, du moins de respecter la décision de la Cour africaine. Bon, après, ça a évolué. C'est possible parce qu'en politique, rien n'est figé. La stratégie peut évoluer dans le temps. Alors, après, lorsqu'il s'est agi d'y participer ou du moins de désigner des candidats,
bon, la cacophonie, l'expression des ambitions diversifiées, ma foi, nous a un peu dérangés. Et c'est ces choses-là que nous avons toujours dénoncées, fustigées au sein de l'opposition. Un manque de cohésion et d'organisation. Un manque de cohésion. Mais nous sommes peut-être mal placés pour en parler. Lorsqu'on le dit, on considère qu'on attaque son camp. Bon. Donc ces choses, nous évitons d'en parler au maximum désormais. Dans cette lutte donc, du respect des décisions de la Cour africaine, on ne vous a pas vu vraiment aux côtés donc, de cette partie de l'opposition. Est-ce qu'en temps vous aviez été invité à la lutte et vous avez... Nous avons toujours choisi d'être réalistes. Et c'est le cas encore. Nous avons toujours choisi d'être réalistes, c'est-à-dire mesurer les forces et les faiblesses en face de toutes les situations et choisir les options. Est-ce qu'on pouvait espérer que ce régime fasse demi-tour avec la décision de la Cour africaine? Visiblement non. Alors, si c'est comme ça, que faire? C'est à ces questions simplement que nous répondons et nous avançons. Lorsque nous n'avons pas les moyens d'empêcher, d'arrêter le processus, nous nous estimons pas suffisamment forts pour obtenir ça, parce que nous avons fait beaucoup d'expériences. Nous venons pas... Le combat a débuté il y a longtemps. Et je vous ai dit, sans fausse modestie, fait partie des pionniers de la résistance. Je sais tout ce que nous avons déployé sans succès en face du régime. À partir de ce moment, que faire? Il faut revenir plus réaliste et choisir les solutions qui nous permettent d'avancer. Donc lorsque nous avons su que ce régime ne fera pas écho de ce que la Cour africaine a dit quelque chose, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer par la porte de sortie pour nous que nous avions pensé à l'époque, c'était de nous battre pour obtenir par tous les voies et moyens ce parrainage, ce que nous n'avions pas pu. Mais malheureusement, après, ceux qui l'ont obtenu, c'est sous fond de controverse au sein de leur formation politique. C'est ça qui nous dérange aujourd'hui. Sinon, pour nous, si une partie de l'opposition, quelle que soit la faction qui obtenait le parrainage qui est sur la ligne de départ d'office, devrait nous voir et retrouver autour de lui pour aller faire le combat ensemble. Bon, malheureusement, voilà la situation qui s'offre aujourd'hui à nous, où ceux qui ont pu obtenir ce parrainage au niveau des démocrates sont déjà même exclus, donc il y a des difficultés. Le parti va se réunir voilà, les 13 et 14 et décider de la suite à donner en face de ce combat. Dans cette négociation, vous n'avez pas fait cas donc, du duo de la mouvance. Est-ce qu'il est exclu qu'on retrouve le MPL aux côtés donc, de ce duo-là? Comme je le dis tantôt, nous sommes en politique. Nous ne sommes pas fermés, renfermés au dialogue. Nous sommes les premiers après les communales, d'abord même avant le communal, à solliciter qu'on puisse s'asseoir, ce que certains appellent assises de dialogue, bon, quel que soit le nom qu'on y donne, que le chef de l'État puisse rassembler toutes tendances confondues, qu'on puisse s'asseoir pour trouver des voies et moyens pour avancer de façon consensuelle, éviter des situations de blocage, des situations aussi qui peuvent amener à des dérapages. Mais lorsqu'on n'arrive pas, nous n'avons pas été écoutés, on n'a pas pu obtenir ça, on essaye de faire avec d'avancer. Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes totalement ouverts à être, si n'importe qui nous sommes, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes une jeune formation politique. Donc, nous sommes ouverts au dialogue. Si n'importe qui nous appelle, nous allons et nous écoutons et ensemble nous analysons et nous apprécions. Donc, nous ne sommes pas fermés à qui que ce soit. Voilà. Alors, la présidentielle, il y a eu beaucoup donc, de questions autour, notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, après le dialogue, on a eu donc la révision de certaines lois, notamment la loi fondamentale, qui a suscité beaucoup donc, de questions. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Et la fameuse question du 6 avril, la prorogation donc, du mandat du président de la République. Quelle est votre lecture sur la question? Alors oui, sur cette question, il y a deux écoles. Et il y a une partie de l'opposition qui ne reconnaît pas cette révision, cet amendement qui a été porté à la Constitution du fait
estiment que eux, ils pensent qu'ils sont régis par la Constitution de 90. Bon. Paradoxalement, on a vu les mêmes quand même se conformer à une partie donc, de la nouvelle loi. C'est ça qui nous choque. Nous, n'ayant pas la force de dire que nous ne sommes pas d'accord et que nous essayons, et si vous observez bien, si vous observez très bien, vous allez voir que le MPL est resté cohérent en face de ses choix jusqu'à ce jour. Alors, et l'autre partie qui constate que nous sommes sous une constitution déjà révisée et qu'on n'a pas les moyens d'empêcher le régime de ne pas faire appliquer ce que cette loi essaye de s'y conformer. Alors donc si on prend l'un ou l'autre est dans sa logique, mais ceux qui estiment qui ne reconnaissent pas la nouvelle constitution, est-ce que nous, ceux-là, ont le pouvoir, ont la capacité d'empêcher le régime d'appliquer cette constitution? Ou de faire appliquer l'ancienne constitution. Non, donc du coup, le régime qui a déjà modifié, qui a pu modifier la constitution, s'en tient à ça. Et c'est cette constitution modifiée que, de façon tacite ou implicite, bon, une partie de l'opposition a reconnu en se conformant à une partie de celle-là. De toutes les façons, c'est une situation un peu complexe qui nécessite qu'on puisse se parler, qu'on puisse s'asseoir et se parler pour trouver les voies et moyens d'avancer. Mais se parler, est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Il n'est jamais trop tard de s'asseoir et de se parler. Il n'est jamais trop tard. Nous, de notre position, nous pensons que c'est ce qu'il faut. Et nous l'avons sollicité du chef de l'État. Nous l'avons sollicité également des autres partis de l'opposition. Il faudrait que les uns et les autres puissent laisser un peu de côté leur ego, les intérêts personnels, pour qu'on mette au-dessus de tout l'intérêt supérieur du pays. Et les Béninois méritent qu'on puisse se pencher beaucoup plus à l'heure là sur les questions qui touchent à leur vie sociale, que de naviguer sur d'autres questions qui, en réalité, ne touchent pas aux préoccupations des Béninois. Quand on voit, à y regarder de près, on a parfois l'impression que les politiques parlent de situations qui ne concernent pas les citoyens même, parfois. Parce que si les uns et les autres prennent conscience que l'action publique, c'est au profit de nos citoyens, au profit des masses populaires, comme on le dit, il est évident qu'on puisse s'asseoir et choisir les meilleures options de façon consensuelle pour le bien-être de ce peuple-là et avancer sans trop de friction, sans trop de contestation. Donc du coup, de votre position, les 45 jours sont hâtés ou vous pensez que le 6 avril, le président devra quitter le pouvoir? Le président devra quitter... Non, écoutez... Enfin, ça, c'est ce que demande une partie de l'opposition. Moi, je vais éviter même de qualifier cette situation. Il sera difficile de demander à celui qui a le pouvoir de passer le témoin acquis au peuple. C'est pour ça que je continue de dire qu'il est plus facile de s'asseoir et de parler de façon honnête, de façon réaliste. De façon réaliste, et nous avons tous accepté d'aller faire les élections le 11 avril. Nous avons accepté en allant déposer nos dossiers, nous en cherchant à y participer, on n'a pas pu, on n'est pas y arrivé. Maintenant, comment est-ce que pour une élection pour laquelle vous avez souscrit, participé au 11, bon, vous revenez maintenant parce qu'on n'a pas pu, obtenir le parrainage, parce que, disons-nous, tout le monde a cherché à obtenir le parrainage, toute l'opposition. On a cherché. Même ceux qui ont promis sauter ce verrou se sont investis à chercher. Mais, in fine, ils ont été bloqués quelque part. Bon, est-ce que si tout le monde avait eu les 16 qu'il demandait là, dans son dossier déposé à la Sénat, et que le dossier est validé, est-ce que la question du 6 avril se poserait? C'est pour ça que je dis, bon, nous évitons désormais de notre position de dire certaines choses pour qu'on ne soit pas perçu en train d'attaquer quelqu'un ou d'attaquer son camp sur tout ça.
Mais il va falloir qu'on s'asseye. Et nous avons déjà entrepris des discussions avec tout le monde dans ce sens. Et je crois qu'on trouvera une solution médiane qui évite les dérapages à tout le monde, à tout le peuple. Alors, au sein de l'opposition, ça cafouille un peu ces derniers jours. On a vu certains membres de l'opposition, pas des moindres, en fait, démissionner ou en tout cas déclarer le soutien au président de la République. Et vous êtes toujours quand même, c'est vrai, vous ne vous montrez pas trop aux côtés donc de cette partie de l'opposition, mais quand même de votre position, vous avez forcément une lecture. Est-ce que vous avez peur que l'opposition explose totalement? Non, et je vais peut-être vous surprendre en disant que toutes ces positions que nous observons, nous l'avons prédit. Et ce n'est pas fini. Parce que lorsque dans le combat que vous menez, l'intérêt général ne prime pas, inévitablement, on observera ça. La plupart des acteurs politiques, de notre classe politique, ils préfèrent suivre, je ne veux pas dire le sens du vent. On n'est pas l'objectivité déserte le forum, les convictions, je vais dire, déserte le forum lorsque on se rend compte que, bon, peut-être que ça fait partie aussi d'une stratégie politique. Mais, rassurez-vous, nous ne sommes pas surpris que, bon, attends, beaucoup jetteront les armes quand ils constateront qu'ils ne pourront plus avancer. Nous sommes habitués à ça au Bénin. Ce n'est pas, pour nous, ce n'est pas un cafouillage, ce n'est pas une surprise. C'est la classe politique au Bénin qui fonctionne ainsi. Au sein du MPL, il y en a également qui jettent les armes et qui désertent le forum et claquent la porte. Oui, alors, beaucoup de défections, on en a entendu parler dernièrement. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous savez, lorsque le MPL est né dans des conditions précises que vous connaissez, difficiles. C'est comment s'organiser, c'est dans la stratégie d'avancer dans le combat, comment avancer pour provoquer l'alternance. Alors, au cours du chemin, on s'est rendu compte qu'on n'a pas pu participer au communal. Les présidentielles encore viennent, on a été buté à l'obtention du parrainage. Alors, ça a créé, vous savez, c'est une formation politique, il y a plusieurs courants. Donc, en même temps que certains ont observé qu'on n'a pas pu être sur la ligne de départ pour la présidentielle, ils voient peut-être l'avenir difficile, sombre du parti, oui. Pour eux peut-être personnellement. Et donc comme certains dont vous avez parlé tout à l'heure, ils voient qu'il faut rapidement alors se ranger du côté du régime pour pouvoir avancer, pour pouvoir être du côté des gagnants certainement. Bon, cette question pour une formation politique, ce n'est pas ce que pense un responsable du parti qui fait loi. C'est une organisation, il faut respecter les tests et aller prendre une décision consensuelle au niveau de la structure ou du moins de l'organe habilité à prendre la décision. C'est là où certains sont pressés d'exprimer leur point de vue, qu'on suive leur point de vue. Alors, puisque ça traîne pour eux, alors que au niveau du parti, au niveau du directoire, il a été arrêté le processus qui va nous amener à une prise de décision. Alors ils sont pressés et c'est là où ils courent pour se positionner. Vous savez, la présidentielle, bon, le mercato est ouvert. C'est l'occasion pour beaucoup, bon, de se faire peut-être de l'argent, de faire la campagne. Donc ça grouille, comme dans toutes les formations politiques, nous avons cette pression. Et certains qui n'arrivent pas à se contenir, bon, et courent et font défection. Mais bon, ce qui est un peu gênant, un peu malsain dans ça, c'est que certains responsables pressés, voilà, de faire valoir leur point de vue là, ils commencent par démarcher d'autres, tu vois. On est allé jusqu'à voir des gens parmi ceux dits démissionnaires, des gens qui ne sont pas informés qu'il y a quelque chose, bon, on imite signature, bon, les mêmes qui ont dit démissionnaires reviennent pour dire, bon, qui ne se reconnaissent pas dans ça, donc eux, ils sont fidèles à la ligne du parti. Bon, nous, on ne veut pas polémiquer sur cette question. Il y a les problèmes des Béninois, les problèmes, les
les engagements que nous avons pris face à l'opinion qui pèse sur nous et qui demandent qu'on réfléchisse à quoi pour prendre des décisions qui nous permettent d'avancer, plutôt que de régler des problèmes de factions qui ne sont pas contents ou qui sont mécontents. Et l'autre chose aussi, sur la ligne de ces gens que vous voyez, c'est des gens qui, peut-être de façon intéressée, parce que quand on fait le point, c'est les gens qui nous ont rejoints juste à la veille des communales, qui sont venus dans l'intention de se faire, d'être positionnés et être élus. Alors, cet objectif n'ayant pas été atteint, il va de soi qu'ils puissent aussi changer d'option. Mais il reste que les plus convaincus, ceux qui sont assis pour penser la chose et se sont dit qu'il faut travailler pour asseoir de réelles bases, pour pouvoir faire le combat à long terme. En politique, on n'y vient pas pour avoir des résultats le lendemain ou le surlendemain. C'est un travail de longue haleine. Donc, nous, même si autour de certains carrefours stratégiques, comme ces communales, ces présidentielles, même si nous ne gagnons pas, si le parti ne gagne pas, le parti doit demeurer dans sa ligne, travailler à devenir plus fort pour la suite du combat. C'est ce que nous croyons et c'est ce que nous essayons de faire. Vous semblez banaliser un peu cette démission. Est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait porter un impact négatif sur le parti? Notamment dans les zones où les gens... Parce qu'il faut le dire, après, il y a eu aussi les exclusions également. Non, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une exclusion de 3 responsables du parti qui ont eu des comportements déviants à l'encontre du parti. C'est ça qui a provoqué ça. Mais pas du tout. Je vais vous dire, nous n'avons pas voulu polémiquer autour de cette question parce que ce n'est pas un grand événement pour nous. Vous savez, les structures en question dont on parle, on en parlait, ce n'est pas des coordinations, non, des coordinations de jeunes, non. Dans la structure du parti, les organes de ces structures-là ne font pas partie des organes statutaires du parti. C'est-à-dire, c'est dans le cadre de l'animation du parti dans certaines régions que nous avons choisi ces options pour animer, regrouper des gens à part. Mais pour la plupart, c'est des gens qui sont venus avec quelqu'un juste pour... c'est comme une structure de campagne pour les communales. Donc, bon, si je pars avec mes éléments, c'est tout. Ça n'affecte en rien le parti. Pas du tout alors. Les organes du parti, c'est-à-dire nous avons au niveau du département, une coordination, et après au niveau de la commune, une coordination, et après au niveau à la tête de l'arrondissement, une coordination. C'est les organes statutaires. Voilà. Alors, le MPL, depuis sa création, absent à toutes les élections, et aujourd'hui encore absent à la présidentielle, finalement, est-ce que vous n'avez pas peur des jours, enfin du lendemain du parti? Est-ce que l'avenir ne se montre pas un peu sombre pour le MPL? Pas du tout alors. Écoutez, est-ce que pensez-vous, je pense, c'est ce que je dis parfois à certaines opinions qui s'expriment et qui... Vous devrez, je pense qu'on doit pouvoir féliciter ces leaders du MPL qui, malgré tout, vaille que vaille, essayent d'avancer. Parlons par exemple de l'absence aux échéances. Nous ne sommes pas les seuls partis qui avons été frappés. Il y a beaucoup. Il y a 13 partis sur l'échiquier en ce moment, sinon 14 maintenant. Il y a 14 avec la nouvelle charte qui sont régulièrement reconnus par le ministère de l'Intérieur. Bon, combien de partis ont pu participer au communal? Combien maintenant sont présents à la présidentielle? Non. Le MPL n'est pas du tout ébranlé par le fait de n'avoir pas pu participer au communal et maintenant à la présidentielle. Et c'est justement pour ça que nous devons regarder de près, vraiment de près et choisir les options qui permettent au groupe de suivre, de continuer la bataille politique à long terme. Nous ne sommes pas du tout inquiétés. Il y en a qui existaient avant nous, qui ont disparu. Écoutez, mais nous avons fait un exploit. Nous avons obtenu le récépissé le 12 février. Un mois après, le 12 mars, nous étions à la Sénat présents avec les 3630 candidats pour aller au communal. Bon, moi, je pense que sans quand même sombrer dans une autosatisfaction,
je salue tous ces camarades de lutte qui se sont donnés et qui ont permis que nous soyons quand même, de notre côté, toujours prêts à être présents à ces échéances, mais que malheureusement, c'est les contraintes réglementaires, ou je vais dire législatives, qui ne nous permettent pas d'être présents dans la course. Et justement, à ce niveau, je voudrais que tous les partis et toutes les factions de l'opposition puissent bien regarder. Depuis 2019, où ce nouveau code électoral a été adopté, l'opposition est déjà de fait mise en difficulté. Donc aujourd'hui, le combat que nous devons faire, au-delà de ces échéances d'avril, c'est de bien regarder comment nous devons nous prendre pour qu'on revienne sur ce code électoral. Sinon, on n'aura pas la chance. Après 2021, il y aura 2023. Et nous sommes en train nous regardons déjà de loin cette échéance et nous allons en tenir que nous en tiendrons compte dans les réflexions d'aujourd'hui et dans les choix à opérer. Parce que si nous ne savons pas faire, nous reviendrons ici encore en 2023 pour parler encore d'exclusion. Ce qui sera vraiment dommageable pour nous. Justement, comment est-ce que le MPL se prépare par rapport donc, à ces échéances qui s'annoncent aussi déjà en 2023 et après on a 2026 également? Nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir. Nous tiendrons compte de nos échecs, de nos succès pour choisir, pour opérer les choix qui nous permettent avec cette fois-ci beaucoup plus de chances d'être présents à ces échéances-là. Les réflexions sont en cours et je me permets de ne pas avancer à commencer par dire. Mais est-ce que vous avez espoir que les lois électorales soient revues? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez un régime en face qui visiblement ne recule devant rien. En tout cas, jusqu'en 2023, c'est le même Parlement qui sera là, le Parlement sans opposition. Est-ce que vous avez vraiment espoir que ces lois soient revues? Nous avons grand espoir que les choses ne resteront pas en l'état, que le régime trouvera finalement qu'il n'a pas intérêt à laisser une partie de la classe politique sur le carreau. Donc, trouvera le moyen nécessaire de permettre à ce qu'il y ait une inclusion totale de ceux qui sont en rade aujourd'hui puissent être intégrés dans le processus pour qu'on n'assiste plus à des exclusions. Nous avons grand espoir qu'ils vont nous écouter parce que il faut éviter que les frustrations montent. Il faut éviter que les frustrations grimpent et conduisent après à des situations difficiles à gérer. Donc, nous pensons que d'ici à là, les uns et les autres vont retrouver la lucidité qu'il faut pour qu'on puisse s'asseoir enfin et choisir et prendre les décisions qui s'imposent pour qu'il y ait désormais... Comment est-ce que vous pensez vous y prendre? Parce que ce que vous dites, ça, dans tous les cas, ça relève donc de la compétence du Parlement, ça relève après de la bonne foi et tout. Quelles sont les démarches que vous entendez peut-être mener? Les démarches sont en cours, bien évidemment. En ce moment déjà, je vous ai dit que nous sommes en train de parler, de discuter entre nous. Bon, ce n'est pas le moment d'avancer dans les détails de ces choses. C'est pour ça que j'évite d'en parler. Nous allons y arriver. Le Parlement est formé des partis politiques qui ont des responsables, qui sont ceux qui sont au pouvoir. Bon, on connaît l'influence que peut avoir le chef de l'État sur ces gens-là, bon, qui sont de sa famille politique. Donc nous sommes persuadés qu'on trouvera une solution pour qu'à l'avenir pour qu'on évite des exclusions. À nous également de savoir jouer avec, et c'est ce que nous essayons de faire en ce moment. Alors, on ne va pas faire cette émission sans quand même vous permettre, donc puisque nous sommes à l'heure du bilan, de la rupture, on ne va pas
fait cette émission, comme je le disais, sans parler quand même du bilan du président de la République qui est candidat à sa propre succession. Dans son entourage, en tout cas, ses partisans estiment que le bilan a été bon et qu'il faille donc continuer donc, la dynamique. Vous, de votre côté, vous avez été... Vous êtes toujours réclamé aux côtés donc du peuple. Vous avez vu les choses de près et de loin et de façon générale, les 5 ans de gestion du président Patrice Talon, qu'est-ce que vous en gardez? Nous faisons partie de ceux qui... le MPL tiendra toujours le langage de vérité, même quoi que ça lui coûte. Et nous avons toujours dit qu'il faut se voiler la face pour ne pas reconnaître que quelque chose a été fait. Quelque chose a été fait, surtout pour quelqu'un comme moi, de par ma formation, je suis bien placé pour reconnaître que des efforts ont été faits. Là, l'angle sous lequel nous attaquons, nous ne sommes pas le plus d'accord avec... Mais concrètement, quels sont peut-être quelques aspects que vous avez notés de positifs? Non, il ne me revient pas, je ne suis pas payé pour dire ce qui a été fait de bien. Mais au moins vous avez reconnu que quelque chose a été fait. Concrètement, un exemple peut-être? Un exemple, je ne sais pas, quelque chose a été fait. Quand tu prends, nous prenons son programme, et ce qu'il a promis, bon, il a dû faire des choses et tout le monde voit. Fait peut-être allusion à Al-Fatah dont tout le monde parle peut-être? Non, je ne suis pas indiqué pour venir vendre les mérites. Moi, plutôt, de ma position, je suis plutôt bien payé pour dire ce qui n'est pas bien fait. Vous n'allez pas tout le temps rester dans ce qui est mauvais. Oui, et c'est sur ça que je voudrais insister. Ce qui nous divise le plus aujourd'hui, c'est, comme nous l'avons dit, c'est la démocratie. C'est les libertés publiques. C'est la cohésion qui devait résulter de ça. Nous voulons que notre pays soit... Parce que vous savez, quels que soient les efforts, et c'est ce qui se passe en ce moment, quels que soient les efforts qu'un régime fera en termes d'infrastructure, en termes globalement de développement, quels que soient les résultats obtenus, si de l'autre côté, au niveau de l'indice de démocratie, si nous ne sommes pas bien notés, ça va noyer les efforts faits. Et c'est pour ça que nous nous accentuons sur cet aspect, qu'il faudrait que le régime, le chef de l'État, puisse mettre un point d'honneur sur ça, qu'on revienne à certains points cruciaux, à certaines options que nous avons choisies en 90 à la faveur de cette conférence-là, dont nous fêtons d'ailleurs son anniversaire maintenant, pour que notre pays, de façon globalement à l'extérieur, soit perçu comme un pays démocratique quand même qui est en train d'avancer. Parce que quels que soient les efforts, quel que soit le résultat obtenu, si de ce point de vue, nous sommes à l'arrière, ce n'est pas bon pour le pays. Mais est-ce que vous pensez que le Bénin recule véritablement sur le plan de la démocratie, ou c'est la forme de démocratie adoptée actuellement qui gêne? Parce que le président a dit, il a fait le diagnostic, il a vu qu'il y avait quand même entre griffes beaucoup de pagaille, il y avait beaucoup de choses à revoir. Est-ce que ce n'est pas la suppression entre griffes donc de cette pagaille qui donne l'impression que on est donc en train de, comme le disent certains, on est en train donc de violenter la démocratie? Ben vous-même vous le dites, pour pas finir, on est en train de violenter, et la violence n'est pas une bonne chose. Quel que soit, je dis... Mais c'est pour régler, comme je l'ai dit, le président a dit, il fallait régler certaines choses, il fallait supprimer certaines habitudes qui n'étaient pas forcément... On n'a pas besoin d'aller à la violence pour le faire. Et nous n'avons pas besoin, c'est de façon consensuelle. Nous sommes d'accord. Mais jusque-là, il n'y a pas encore eu violence. C'est peut-être ceux qui ne, comme le disent justement les partisans du président, il y a des gens qui ne se retrouvent ou qui ne retrouvent pas peut-être leur intérêt dans ce qui se fait actuellement. C'est pourquoi ils estiment peut-être que... C'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. Et on ne peut pas prendre ça comme parole, on ne peut pas acter ça comme parole d'évangile. C'est-à-dire qu'il y a des principes généraux en termes de démocratie. Et la démocratie, on ne peut pas, ce n'est pas selon, comment on appelle-t-on, il y a des éléments qui entrent en ligne de compte. Comme vous êtes de la presse, la liberté de presse, la liberté d'expression, de façon générale, bon, la justice, comment elle est perçue, c'est tout ça qui est noté
dans un pays démocratique pour qu'on voit réellement si le niveau de démocratie, de démocratie dans un pays. Mais lorsque ces indices-là, perçus par ceux qui notent ça, les organisations internationales qui notent ça, trouvent que ce n'est pas encore, nous ne sommes pas en bonne place, il y a que nous devons revoir cela. Pour parvenir à ces fins, si le régime a choisi des méthodes qu'aujourd'hui nous percevons comme pas très démocratiques, il y a de quoi, c'est pour ça qu'il faut s'asseoir. Dans ce pays, c'est vrai que même la révolution disait, on parlait de révolution démocratique populaire. Il disait, même le régime révolutionnaire disait qu'il était en démocratie, que c'est une démocratie. Donc, ce n'est pas du côté suivant l'angle où on est qu'on apprécie. Non, c'est un peu gênant aujourd'hui que nous soyons critiqués sur certains aspects. Et c'est ça que nous voulons que le régime puisse revoir. Vous voyez, que l'équité puisse refaire sur place. C'est pour ça que je dis, j'ai commencé à l'entame en répondant à la question, qu'il est difficile, il ne sera pas honnête de constater que bon, il y a eu des avancées sur certains aspects, quelque chose a été fait, mais par contre, au niveau, de façon globale, de la démocratie, il y a des choses à revoir. Des élections qui amènent à des exclusions totales, à des grincements de dents. On ne peut pas continuer comme ça. C'est vrai, vous avez dit que les gens critiquent de l'extérieur, les notations et tout, mais vous êtes à l'intérieur concrètement. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement sur le plan démocratique? Vous avez parlé des libertés, vous avez parlé de l'organisation des élections et tout. Mais voilà, justement c'est ça. Nous avons parlé des libertés, et les libertés désormais qui sont... il y a toujours eu des manifestations. Justement, c'est ce que nous avons observé ces derniers temps, que parfois, ces derniers temps, lorsque l'opposition demande à marcher, on a vu les femmes, bon, le gouvernement, c'est ce que nous demandons. Il faut qu'il fasse davantage, dans ce sens. Maintenant, il reste qu'en ce moment, nous avons plein de jeunes dans nos prisons. Nous avons des jeunes dans nos prisons, des gens à qui nous portons secours tous les jours. Tous les jours, on doit aider certains de nos compatriotes qui sont en prison. C'est vrai qu'on nous dira que c'est le code numérique qu'on a appliqué. Il faut, par exemple, ces lois, il faut les assouplir pour revoir ça. Il ne sert à rien dans un pays pauvre comme le nôtre, où la jeunesse déjà marginalisée n'a pas d'emploi, quand la place des jeunes n'est pas en prison. C'est plutôt dehors au travail. Donc il faut plutôt faire tout possible, mettre le mécanisme qu'il faut pour que ces jeunes-là, au lieu qu'ils aillent couper en prison, qu'on puisse plutôt les mettre au travail. C'est ça que notre pays a besoin en ce moment. Alors, lorsque vous parlez de liberté, il y a également les libertés syndicales. On a vu donc au moment en tout cas la réforme qui a conduit à réduire considérablement le nombre de jours de grève et tout. Il y a eu beaucoup de critiques. Aujourd'hui, lorsque vous voyez le résultat, est-ce que vous ne vous dites pas que bon, il fallait quand même le faire? C'est-à-dire que on peut parvenir au même résultat d'une autre façon. Ce qui est généralement reproché à ce régime, c'est, comme vous-même vous avez tenté de le dire, c'est la méthode violente. C'est la méthode qui manque de consensus. Bon, d'accord, on me dira peut-être qu'il a un mandat, il n'a pas tout le temps pour faire ces choses, il faut aller vite. Mais rien ne peut presser dans une république au point qu'on saute les étapes, qu'on ne puisse pas aller de façon trouver. Personne ne... Mais ça peut perdre du temps. Ça peut perdre du temps. Non, il faut mettre le temps qu'il faut. Rien ne nous presse. On n'est pas... Une république ne veut pas expirer, ne veut pas mourir pour qu'on soit si pressé de ne pas pouvoir discuter avec toutes les parties prenantes, tous les concitoyens pour avancer ensemble. Lorsque vous induisez des réformes qui ne sont pas partagées, il est difficile que tout le monde puisse adhérer. D'accord, on ne va pas attendre à avoir une adhésion à 100% avant d'y aller, mais il est important
d'associer toutes les parties dans le mécanisme qui va conduire à ces réformes pour que tout le monde comprenne le bien fondé. Personne ne veut que les médecins soient en grève tout le temps, encore moins nos enseignants. Personne ne veut ça. Mais pourquoi ils sont en grève? Bon, c'est ces questions qu'il faut s'asseoir et voir. Les gens réclament la plupart du temps l'amélioration de leurs conditions de travail, des conditions de vie. Tout le monde sait, vous le savez d'ailleurs autant que moi, que les conditions sociales sont très exécrables dans le pays. Que le niveau de salaire est très bas, que les gens sont mal payés, les gens ne sont pas rémunérés à leur juste niveau. Donc, tout ça, c'est des questions qu'on doit privilégier dans un cadre de dialogue consensuel au lieu de brusquer. Si on y va par la force, si on brusque, ça va créer des frustrations, ça va créer des problèmes que nous observons. Alors, Espérance TV, nous allons aborder très rapidement une deuxième partie donc, de cette émission et permettre justement à nos internautes de mieux vous connaître. C'est vrai, jusque-là, on a parlé que politique et les gens vous connaissent certainement beaucoup plus sur le plan politique. Et alors, Espérance TV, dans la vie active, c'est qui? Ok, mais c'est vrai qu'effectivement, on me connaît très peu aussi en privé. Dans la vie active, je suis un ingénieur génie civil de formation de base, et également titulaire d'un MBA en gestion de projet. Je suis un cadre de l'administration. Et voilà. Public. Ah ouais, mais comment est-ce que vous combinez ces deux rôles-là? De l'opposition et de l'administration. C'est pas facile, on reçoit des coups. C'est pas facile, on reçoit des coups, mais qu'on n'a pas besoin d'exposer, c'est des choix. Vous savez, je suis entré en politique, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, pas pour défendre des intérêts personnels, mais c'est après le constat de l'injustice notoire qu'on vit dans notre société, des disparités qu'on observe. C'est beaucoup plus ça qui m'a motivé à prendre des positions politiques. Mais ce n'est pas facile d'être... bon, évidemment, ça fait quand même déjà environ quand même une vingtaine d'années d'ancienneté, donc ce qui nous permet quand même de faire certaines choses. Est-ce que vous n'avez pas... Est-ce qu'il ne vous est jamais traversé par la tête donc, de démissionner ou vous pensez que vous pouvez continuer à... Je choisirai bientôt. Je choisirai bientôt. Pour le moment, bon, voilà, on fait avec les coûts. Avec les coûts. Il y a un lourd prix à payer. Mais je me suis préparé. Je m'y suis préparé. Donc, après, les impacts négatifs donc, de ce choix, vous les assumez Voilà, je les assume entièrement. Il y a des impacts négatifs, c'est ce que je disais tantôt. Il y a des impacts négatifs et je les assume entièrement. Et voilà, heureusement, ma famille me soutient, me comprend sur ces options. Et puis, bon, voilà, ça permet d'avoir le courage d'avancer. Justement, côté famille, vous êtes marié, les enfants, comment vous gérez tout ça? Oui, ce n'est pas facile. Je suis marié, voilà, marié. J'ai de charmants enfants, voilà. Et il est difficile à l'homme politique de concilier aisément la vie familiale avec les obligations, les engagements publics que nous prenons. Mais nous, jeunes, nous devons faire l'effort d'essayer de concilier tout ça et d'éviter d'éviter que la famille paye un prix trop cher à votre place pour les choix que vous opérez. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et comment est-ce que vous arrivez à rassurer les gens? Parce que ça fait deux choses. Vous-même d'abord, vous vous rassurez, assurer vos arrières et après également assurer les arrières de votre famille. Est-ce que la chose est vraiment comprise à la maison? Oui, c'est ce que je dis. J'ai dit que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais que nous essayons. C'est pas facile. C'est pas facile, j'avoue. C'est pour ça que vous ne verrez pas beaucoup de jeunes s'engager. Vous n'allez pas voir
des jeunes, voilà, de notre génération, prendre ces engagements-là. C'est difficile, c'est lourd. Et c'est quelques-uns qui nous comprennent et qui nous accompagnent. Heureusement, il y a des gens qui comprennent, qui nous soutiennent et qui nous accompagnent là-dedans. C'est ça qui nous donne le courage d'avancer. Parce que à côté, il y a les coups. Nous continuons on reçoit beaucoup de coups. Beaucoup de coups. Justement, par rapport à l'engagement des jeunes, il y a cette question qui revient souvent. Un jeune ne fait pas l'opposition. Et quand on prend le MPL, le président, c'est un jeune, Sabissira Korogoné. Vous êtes également un jeune. Et quand on prend tout le bureau et même beaucoup de membres à l'intérieur, vous n'êtes que des jeunes. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Vous savez, et je vous dis, je vous le redis, ce combat dans lequel de défendre les acquis démocratiques de notre pays, dans lequel nous nous sommes engagés, il n'y a que les jeunes qui peuvent le faire. Il n'y a que les jeunes. Et vous allez voir, même vous-même à votre niveau, quand vous comparez ce que vous faites à vos aînés qui ont déjà 30 ans d'expérience dans le métier, vous verrez que vous avez plus de ressources à affronter les difficultés actuelles. Ce combat dans lequel nous nous sommes engagés, nous avons été, bon, écoutez, très tôt, moi je me suis engagé dans cette lutte depuis 2016. Et j'ai été à l'avant-garde de toutes les organisations de l'opposition. J'étais au niveau de la CDD, j'ai été le secrétaire général. Au niveau de la résistance, j'en ai été le pionnier. Et je suis parfaitement à l'aise à le faire. Je pense que c'est une question d'option et de choix. En faisant ces choix, c'est dans l'espoir que ce n'est pas pour régler un problème ponctuel, ce n'est pas pour des intérêts personnels, mais c'est pour l'avenir. C'est pour l'avenir, c'est le souhait, du moins la conviction intime de voir son pays sur le chemin du développement. Qu'il y ait beaucoup plus d'équité, de justice. Et que mon pays soit cité comme exemple de grands pays qui sont sur la voie du développement. Qu'il y ait moins de chômage, que les jeunes souffrent moins, que les conditions sociales soient améliorées pour le maximum de personnes. Lorsque vous vous engagez dans cette bataille et que vous arrivez à bouger les lignes, il y a une satisfaction morale. Et même si ça ne paye pas tout de suite encore, on se donne l'espoir que demain ça va payer. Est-ce que ça ne risque pas de prendre le temps? Parce que lorsque vous observez l'échiquier politique, entre griffes, les vieux, ils sont encore là, que ce soit du côté de l'opposition ou de la mouvance, ils sont quand même encore là et c'est eux qui tiennent encore la commande. Nous n'avons même pas l'intention d'aller en affrontement avec les aînés. Mais ce que nous revendiquons, c'est que chacun puisse identifier son rôle et le jouer. Ce combat qui aujourd'hui occupe tout le monde, nous pensons que les jeunes sont beaucoup plus indiqués, ont beaucoup plus les ressources nécessaires d'être à l'avant-garde de ce combat. Et que les aînés ont plutôt un rôle de conseiller, à rester derrière nous pour nous indiquer la voie, nous conseiller, nous pousser. Parce qu'on ne peut pas, quand vous regardez la plupart des pays, vous voyez le Premier ministre canadien, vous voyez en France, le chef de... C'est les jeunes aujourd'hui qui sont plus indiqués, qui sont à même de relever les défis de développement de leur temps. Parce que, bon, comme en toute chose, tout évolue, les choses ont évolué. Donc, je pense que, contrairement à beaucoup, nous, on n'est pas pessimistes. Moi, je suis pas du tout pessimiste. Au contraire, je suis optimiste. Je sais que d'ici à là, dans un futur très proche, nous réussirons à inverser les rapports de force pour qu'on soit plus écoutés, pour que nous soyons plus au fait. Et c'est ce que, personnellement aussi, je recommande aux jeunes. J'aime voir les jeunes prendre des responsabilités. J'ai eu la chance aussi d'occuper très tôt des responsabilités. Et lorsque je vois des jeunes en ces positions, je les encourage à bien faire. Parce qu'à la fin, qu'on note que le jeune a beaucoup fait, a fait mieux qu'un aîné. Voilà. Comme ça, ça va faire école, ça fera tache d'huile
Et on confiera beaucoup plus de responsabilités à des jeunes. Et à la fin, c'est les jeunes qui ont la force, la vigueur nécessaire pour pousser, pour impulser un réel développement. Alors, lorsqu'on prend les politiciens d'une certaine génération, vous allez entendre souvent que la politique, on l'a commencé très tôt, certains au collège et tout. Vous, à votre niveau, vos premiers engagements politiques remontent peut-être à quand? Non, quand ça, je n'ai pas l'intention. Moi, je trouve que les gens se... Bon, pas, je dirais, il faut montrer qu'on a eu quand même du parcours. On n'a pas besoin. Moi, je ne vais pas citer. J'ai été délégué de collège, voilà, responsable à l'université. Pour moi, bon, c'est pas... Je ne dirais pas, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que je suis passé par là. J'ai été souvent choisi pour parler au nom de mes camarades au collège et également à l'université. Mais je dirais plutôt l'engagement politique, c'est ce que nous faisons maintenant. C'est ce que nous faisons maintenant depuis voilà, après la conférence nationale. Bon, nous étions encore tout jeunes. Nous avons essayé de militer aux côtés des aînés depuis lors, dans les formations politiques d'alors. Et personnellement, peut-être que c'est des choses aussi qui m'ont intuitivement poussé. Et mon père est engagé politiquement. Et je l'ai vu faire. J'ai essayé des choses à ses côtés. Et ce qui fait que ce qui m'a poussé à m'engager aussi très tôt. Et j'ai été à l'avant-garde de beaucoup d'organisations. Mais, par contre, j'ai aimé souvent jouer dans l'ombre. J'ai plutôt préféré le travail de l'ombre. C'est plus récemment, avec l'avènement du MPL, quand les camarades et moi, nous avons décidé de créer ça. Et que progressivement, j'ai commencé par accepter de prendre les rôles de devant dans certaines choses. Voilà. Donc, visiblement, on peut dire que vous avez eu un peu les gènes de votre papa. Après, vous assurez un peu comme la relève. Et à votre niveau, vos enfants, est-ce que vous voyez déjà pas mieux? C'est vrai qu'ils sont peut-être trop petits, mais est-ce que vous voyez pas mieux déjà des gens qui peuvent vous remplacer valablement? Non, je ne pense pas encore à la relève. Je ne pense pas, et personnellement, je ne vais pas... Parce que c'est un sacerdoce. Personnellement, je ne vais pas recommander ça à mes enfants. C'est si difficile, vous estimez que... Oui, parce que c'est difficile. Avouons-le honnêtement, parce que, vous voyez, lorsque vous choisissez de défendre l'intérêt général et que vous êtes incompris, vous êtes attaqué par ceux que vous défendez, il faut avoir une force de mental pour résister. Moi personnellement, c'est un engagement et j'aime assumer mes engagements. Sinon, avec ce que nous observons parfois, il y a certains qui craquent. Vous aurez dû partir déjà, c'est ça? Non, ce que je veux dire, je parle de façon générale de l'engagement politique. La politique, c'est un milieu de renards, de crabes, de renards et de lions qui jouent. Et il faut avoir un mental de fer. Il faut avoir un mental de fer. Quelqu'un qui n'est pas psychologiquement préparé ne peut pas... Vous voyez un peu, vous êtes très, je dirais, très au fait des choses. Vous suivez très bien, vous voyez ce qui se passe. Vous recevez des coups de votre propre camp. Vous recevez des coups de vos proches, pour ne pas dire même de parents. Et ça, au nom de la politique. Qui se retrouve en temps de l'autre côté, quoi. Voilà. Et non, même de votre camp. Même dans votre camp. Aujourd'hui, c'est les attaques les plus féroces au niveau de l'opposition, c'est au sein de l'opposition. Oui, c'est au sein de l'opposition. C'est au sein de l'opposition. Parfois même, vous observez que le camp d'en face ne nous regarde même pas. Ils s'occupent d'autres choses, ils sont occupés à autre chose. Et nous, on s'attaque en notre sein. Bon, mais
Et vous remarquerez aussi qu'au niveau du MPL, nous avons choisi de ne même pas répondre aux attaques. Parce que l'objectif est si noble et si important qu'il ne faut pas perdre le temps à jouer. Bon, parfois, quand on prend la parole, on est mal compris. Les gens pensent que c'est non. Parfois, nous sentons la nécessité de présenter les faits pour que les gens préciser des choses. Mais sinon, nous ne voulons attaquer personne. Notre vision, c'est de travailler à nous faire comprendre et à avancer. Travailler à avancer, à ce que nos idéaux, les idéaux que nous partageons, soient compris de la masse et qu'on avance. Qu'on permette à la jeunesse de s'essayer, de leur donner l'opportunité de montrer de quoi ils sont capables. Et nous allons y arriver. Moi, personnellement, cet engagement est d'abord personnel et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir jusqu'à la dernière minute pour que nos idéaux puissent triompher. Alors, Expérience Tébé, quel est votre mot de fin? Nous allons conclure cette émission. Mot de fin, une fois encore, je vais appeler toute la classe politique de façon générale à baisser les égos. Diminuer également la cacophonie des ambitions pour qu'ensemble, on puisse se retrouver autour du minimum qui intéresse le peuple. Que notre combat ne soit plus perçu comme un combat personnalisé, un combat personnel qui ne tient pas compte de l'intérêt général. Pour que, comme ça, si nous faisions cet effort, nous pourrons alors être plus unis, plus solidaires et constituer une force capable de provoquer le progrès. Parce que, en politique, j'ai appris que c'est les rapports de force qui déterminent. Lorsque vous êtes faible, vous ne pourrez pas. Donc, ramenons les choses au niveau où on peut s'entendre sur le minimum qui intéresse tout le monde, qui réunit tout le monde et qu'on puisse avancer. Voilà. Alors, chers amis internautes, merci d'avoir été des nôtres. Nous avons reçu pour vous Expérience Tébé. Il est secrétaire général, porte-parole du mouvement populaire de libération que dirige Sabissira Korogone. Merci d'avoir été là et à dimanche prochain. Merci. Merci à nos amis.